Aux jours heureux, Feld fait un jeu, Feld fait un jeu, Feld fait un jeu. Aux jours heureux, fa la 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 la. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes parts plein de pics, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter Bonfire, un jeu par M. Stéphane Feld qui est fait pour 1 à 4 joueurs, présenté par All Games et Pegasus Spiel, qui vient tout juste de sortir cette année. Ce sera d'une durée de 70 à 100 minutes et le tout 12 ans et plus. Donc, Bonfire, en fait, nous sommes plongés dans une espèce de rôle un petit peu ambivalent, mais bref, c'est dans une espèce d'univers fantastique où est-ce qu'on est dans un village de gnomes qui sont devenus un petit peu paresseux et qui ont éteint des puits de feu dans leur village et les gardiens ont quitté cette espèce de petite île-là reculée pour aller ailleurs et nous autres, on se doit d'aller chercher les gardiens, de les ramener à ce village et par la suite de rallumer ces puits de feu-là. C'est un jeu euro très typique de M. Feld, salade de points, on va faire une espèce de course à points et évidemment c'est de l'optimisation de la performance individuelle comme M. Feld sait bien le faire. D'ailleurs, c'est important de mentionner que Bonfire a été vu par les gens, les critiques différents, comme il y avait beaucoup d'attentes. C'est ça que je veux dire dans le fond, c'est qu'il y avait beaucoup d'attentes par rapport à ce jeu-là. Ça allait être cette boîte-là qui permettrait à Feld de faire une nouvelle envolée pour des jeux de stratégie, dans le fond, médium lourd, d'euros, salade de points. Donc, ça allait lui permettre vraiment de regagner un petit peu l'espèce d'étoffe qu'il avait auparavant. Parce que ça fait quelques années, on va se le dire, que les jeux qu'il fait sont corrects, sans plus ni moins. Puis là, on arrive avec Bonfire, puis on dit, OK, là, c'est le prochain gros jeu de Feld. Et encore une fois, on a un petit peu d'appréhension, c'est pas trop à quoi s'attendre, puis tout cela. Écoutez, je vais vous montrer les règles, et par la suite, je vais vous faire ma critique de Bonfire. Alors, vous allez voir ce que ça donne, ce beau Bonfire-là. Bonfire! Avant de commencer la partie, il va falloir qu'on fasse une certaine mise en place du jeu. Je vais vous expliquer grosso modo ce qu'il y a à faire au niveau du plateau de joueurs, le plateau commun, des joueurs qui se trouve juste ici. Alors la première des choses, évidemment, ce sera de placer des spécialistes, des gnomes spécialistes juste ici, sur cette ligne-là, alors que nous aurons ici les anciens, les gnomes anciens qui se retrouveront en haut. Ceux-ci ne seront pas différents d'une partie à l'autre, alors que eux ici, nous avons en fait une petite pioche qui se retrouve avec les différents gnomes. Nous aurons ici au milieu une espèce de puits de feu commun à tous les joueurs où est-ce qu'il faudra placer en fait 4 tuiles par section. Autour de ce feu-là, il va falloir aussi installer le petit feu comme ça. Ça va être à mettre en place quand on va déballer le jeu. Et sinon, si on était à 1 ou 2 joueurs, on en enlèverait une de chaque type. Donc, il y a 7 différents types. Là, comme vous pouvez voir, il y a différentes formes. Donc, à 1 ou à 2 joueurs, on enlèverait un de chaque type, ce qui ferait en sorte qu'on n'en aurait que 3 par section. Autrement, l'autre mise en place qui est particulière, ce sont les îles. Alors présentement, j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs seulement. Si vous remarquez, en fait, il y a certaines îles où il y a 3 jetons, comme par exemple ici, alors qu'ici, il n'y en a que 2. Dans une partie à 3 joueurs, les 4 îles des extrémités n'auront que 2 tuiles. Donc, si vous remarquez ici, là, là et là, il n'y a que 2 tuiles, alors qu'à 4 joueurs, ces espaces seraient couverts pour avoir 3 tuiles par île, et sinon, à 2 joueurs, chaque île n'aurait que 2 espaces, 2 tuiles par île, et sinon, à un joueur, il n'y en a que 2 seulement.
Et sinon, ben, on a placé en fait des gardiens sur chacun des extrémités selon la couleur correspondante. Évidemment, on pourrait juste en placer un par joueur qui joue autour de la table, puisque les joueurs ne pourront que récupérer un gardien de chaque couleur. Donc, c'est ce qui fait pas mal le tour. Évidemment, on aurait ici les différents disciples de couleur beige, donc ils ne représentent aucune couleur de joueur. On les place à cet endroit-là. Et sinon, au bout de la table, je vais juste vous zoomer juste ici. Vous avez en fait une pile avec des espèces de tuiles qui seront numérotées de 5 à 1. Donc, on va les placer en fait dans un ordre inverse, c'est-à-dire le 5 sur le dessus et le 1 en dessous complètement. Pour indiquer en fait ce qui va se passer à la fin de la partie, donc ce sera les 5 derniers tours de jeu. Donc, c'est ce qui fait pas mal le tour de la mise en place ah oui, j'oubliais. Il y a ici aussi des tuiles que l'on devra placer en fait sur le plateau. On en place 4 autour du puits de feu principal et on va faire 2 piles. Non pas parce que c'est ce que les règles nous disent, c'est juste simplement pour éviter que ça fasse une grande pile et que tout renverse par terre. On va faire une réserve des différentes ressources et finalement une réserve aussi des différentes tuiles qui se trouvent juste ici. Donc, ces tuiles-là vont être très importantes puisqu'elles vont dicter les différentes actions que nous pourrons faire. Pour ce qui est maintenant de la mise en place des joueurs, alors si vous me permettez de zoomer ici, nous aurons un plateau personnel qui se retrouvera en fait à cet endroit juste ici. Donc, ce plateau-là va nous permettre de pouvoir ajouter des tuiles passage. On va aussi ajouter des petites tuiles un espèce de jet de lumière, entre guillemets, qui est représenté. Donc, on va placer ça ici. On placera aussi ces disciples sur les différents piliers. Nous aurons nos ressources de départ ainsi que nos tuiles de déplacement. Et finalement, on va avoir une tuile comme ça qui est pareille pour tous les joueurs. On fait juste simplement la placer comme ceci. Et on va avoir un gardien que l'on va placer sur cette tuile-là. Ensuite de ça, l'autre élément important du jeu, ce sera ici notre petite tête de jeu. Alors, si vous remarquez ici notre tête de jeu, je vais juste le rapprocher à la caméra. Si vous remarquez ici, on a différentes tuiles. Donc, ces tuiles-là, ce sont les tuiles Fate Tile que l'on appelle. Donc, c'est ça. Donc, c'est des tuiles de chemin, bref. Ça va nous donner des ressources, on va le dire comme ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va les placer au hasard. Il va nous en rester qu'une seule que l'on va placer sur notre plateau, ce qui indiquera nos tuiles d'action de départ. Donc, présentement, j'obtiendrai une tuile rouge, une tuile brune et finalement une tuile mauve, ce que j'ai reçu. Mais aussi, au départ, on reçoit 2 tuiles jaunes ainsi qu'une ressource de chaque type. Si par contre, la tuile ici ne vous plaît pas, ben vous avez toujours l'opportunité d'aller sélectionner la tuile au milieu et la remplacer par celle-ci. Donc, plutôt que d'avoir ces 3 ressources-là au départ, bien à ce moment-là, j'aurai une tuile rouge, une tuile grise et finalement une tuile mauve à la place. Les ressources jaunes, c'est de l'or, c'est une ressource Joker que l'on peut utiliser pour contrebalancer pour des ressources qui nous manquent. Même chose pour les tuiles jaunes avec un point d'interrogation, donc ce sont des tuiles Joker. On va avoir aussi en fait deux petites piles de 5 tuiles juste ici qui vont représenter des ressources que l'on devra payer. Je vais expliquer ça au cours de la partie, mais grosso modo, on mélange les 10 différentes tuiles, on les place, on les empile et on tourne face ouverte la première de chaque pile. Et finalement, bien évidemment, on va recevoir une belle petite carte d'aide de jeu qui va nous indiquer en fait les différents points que l'on va faire en fin de partie. En dernier lieu, donc les joueurs vont recevoir en fait une tuile au hasard. Donc on va mélanger ces tuiles-là. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va en donner une à chaque joueur. Le joueur qui recevra la tuile avec le petit symbole comme ça, évidemment tous les joueurs qui en reçoivent une vont la placer au bout
de leur plateau. Et le joueur ayant reçu cette tuile-là avec l'espèce de couleur là, plutôt que celle-là qui n'a pas de couleur, ça va indiquer c'est qui le premier joueur et on va aller dans le sens horaire pour ce qui est du tour un à ceux de l'autre. Et j'aimerais juste simplement mentionner aussi que vous aurez un petit bateau et votre jeton de points de victoire que vous placerez ici avec le symbole 0 versus 50. Évidemment, à 3 joueurs, on aurait 3 différentes couleurs, mais là, pour l'exemple ici de la vidéo, je n'utilise qu'une seule couleur. Et vous aurez aussi un petit bateau qui va se retrouver sur le port, sur le quai qui se trouve juste ici dans l'air. Alors, pour bien vous expliquer les règles, je vais vous mettre un peu dans l'ambiance du jeu. Alors, nous incarnons des gnomes qui sont des gnomes de forêt. Ces différents gnomes-là, qui sont spécialistes dans différents domaines, vivent dans la forêt et malheureusement, ils réalisent que les puits de feu de la ville sont maintenant éteints et se demandent pourquoi. Alors, en visitant la ville qui est juste ici, réalisent qu'en effet, ces puits de feu-là sont éteints, ce qui leur empêche de créer de l'énergie pour leur petit village en forêt et devront donc se déplacer par bateau pour aller sur les différentes îles où se trouvent les gardiens de la lumière. Et donc, on va utiliser notre bateau pour se diriger sur différentes îles, aller cogner à la porte de ces gardiens-là, les ramener sur l'île et par la suite qu'ils viennent éliminer les différents puits de feu que nous installerons autour de notre plateau. Donc, ça fait vraiment le tour du thème. C'est assez farfelu comme thème, je vous l'admets. Ceci étant dit, ça vous donne une idée aussi de quel est notre but dans la partie. Alors, nous devrons aller chercher des gardiens qui vont revenir sur notre plateau personnel et en allant voir les gardiens, nous irons visiter les différentes îles pour récupérer des tuiles objectifs. Ces objectifs-là pourront être placés sur notre plateau. Ces objectifs, une fois qu'ils sont accomplis, pourront être tournés pour ainsi nous donner des points de victoire en fin de partie, mais aussi nous permettre d'aller aligner la couleur des tuiles avec la couleur des passages qui se trouvent juste ici pour faire un très très gros puits de feu. Ouais, encore plus de lumière! Ce qui va vraiment faire en sorte que, bon, on va faire plein de points en concordant des couleurs avec des gnomes aussi, des disciples qui vont s'installer autour du village et ainsi de suite. Donc, ça résume pas mal le thème. Maintenant, nous avons un aide de jeu. Cet aide de jeu-là est relativement bien construit puisque, comme dans tous les bons jeux de Feld, on voit ici principalement des symboles et différentes manières de pouvoir agir avec les actions. Donc, les deux types de ressources que l'on aura, ce sont des tuiles ici, des tuiles que l'on utilisera pour faire différentes actions. Et certaines actions nous nécessiteront d'avoir des ressources en notre possession. Donc, c'est la raison pour laquelle on a vraiment ces deux types de ressources-là à gérer. Maintenant, pendant un tour de joueur, eh bien, il y a 3 différentes actions que l'on pourra faire. C'est-à-dire, la première du haut, ce serait d'utiliser une de nos Fate Tiles, une de nos tuiles destin que l'on apposera sur notre plateau personnel adjacente à celle que l'on a déjà placée ou les autres qu'on va avoir placées au préalable. Récupérer des tuiles actions et donc, ça va nous permettre de pouvoir générer ces tuiles actions-là. Autrement, l'autre action, je vais me diriger directement au bas ici. Donc, si on avait une tuile où l'on satisfait le critère de l'objectif, donc par exemple ici, cette tuile-là me demande d'avoir un gardien bleu en ma possession sur mon plateau personnel. Eh bien, si je réussis à satisfaire ce critère-là, eh bien, je peux maintenant tourner le petit jeton puits de feu qui sera installé sur mon plateau personnel comme ça ici. Je le retourne et par la suite, mon gnome qui est correspondant à cet endroit-là pourra s'installer en fait autour d'un des sièges du puits de feu principal en le plaçant ici. Ça va me donner un bonus. Donc, il y a des restrictions à respecter. Donc, c'est simple. Si j'ai déjà un de cette couleur-là, je ne peux pas en avoir plusieurs de la même couleur sur ce siège-là en question. C'est la même chose pour les disciples qui sont beiges, donc il ne peut y avoir qu'un seul disciple beige par siège. Ça me donnera le bonus et c'est ce qui aussi va déclencher la fin de partie.
Donc, je vous explique immédiatement comment est-ce qu'on déclenche la fin de partie. Alors, si on avait autour du puits de feu un certain nombre de disciples, c'est-à-dire 7 à 1 et à 2 joueurs, 10 à 3 joueurs et 13 disciples à 4 joueurs, eh bien, ça déclencherait la fin de partie. Maintenant, la fin de partie va incorporer ces différentes tuiles-là que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, le premier joueur, donc dans ce cas-ci, ce serait par exemple le joueur vert, irait prendre ces tuiles en question, les placerait sur son plateau personnel juste ici, et ça indiquerait en fait le nombre de tours restants. Donc, présentement, il resterait 5 tours. Une fois que l'on a fait le tour de la table, on revient à ce joueur-là. Ce joueur-là enlèverait une tuile, ce qui fait en sorte qu'on aurait 4 tours, et on continuerait ainsi jusqu'à temps qu'il ne nous reste plus qu'une tuile. Une fois que l'on a fait le tour, eh bien, c'est maintenant la fin de partie. On compterait les points. Je vais revenir avec tout cela pour ce qui est du décompte des points en fin d'explication des règles. Ceci étant dit, juste un petit nota bene qu'un joueur peut décider volontairement de passer, donc de ne plus jouer du tout jusqu'à la fin de la partie, obtiendrait des points dépendamment du nombre de tours restants. Donc, si, admettons, moi qui est fougueux, hein, je décide que, bon, je passe mon tour et il reste 4 tours aux autres joueurs, ben, je ferai 4 points que je placerai sur la piste de score. Donc, c'est ce qui met fin à la partie. Si vous n'avez pas tout à fait compris cette partie-là, c'est tout à fait correct parce que je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est simplement pour vous dire que, grosso modo, si je réponds à un critère, bien, je place un de mes disciples autour du puits de feu principal, ça va me donner un bonus, c'est aussi ce qui détermine la fin de partie, blablabla. Et autrement, bien, toutes les autres actions sont basées sur les différentes tuiles que l'on a avec nous dans notre réserve. Donc, présentement, là, si, admettons, je donne un exemple, j'ai ces différentes tuiles-là qui sont dans ma réserve. Donc, j'ai 2 tuiles Joker, j'ai une tuile rouge, une tuile brune et une tuile mauve. Donc, je pourrais faire différentes actions dépendamment de ce que j'ai devant moi. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer à partir de maintenant. La première action, ce serait avec les tuiles vertes. Donc, cette action-là va me coûter 1 ou 2, dépendamment de où est-ce que je suis rendu sur mon plateau personnel. Mais bref, en payant 1 ou 2 tuiles vertes, je serai capable d'aller récupérer une de ces différentes tuiles-là. Donc, je peux prendre une des 4 qui est disponible sur le plateau principal ou encore piger du dessus de la pioche où est-ce qu'on est rendu. Une fois que j'ai décidé ça, ben, je vais placer une nouvelle tuile de cette manière-là. Et cette tuile-là va se diriger sur mon plateau personnel. Alors, pour vous donner un exemple, ici, je vais descendre ça exactement comme ça. Les tuiles, comme ceci, les tuiles passage, devront être placées de droite vers la gauche et on va les apposer de cette manière-là. Donc, la raison pour laquelle ça peut nous coûter 1 ou 2 tuiles vertes, c'est que les 3 premières vont nous coûter une tuile, donc vous le voyez à partir d'ici. Ceci étant dit, si on regarde l'autre section du plateau, vous remarquerez que les 3 dernières tuiles, 1, 2, 3, vont nous coûter maintenant 2 tuiles vertes. Donc, c'est comme ça qu'on détermine le coût des tuiles passage. La raison pour laquelle on veut obtenir des tuiles passage, c'est que tout d'abord, ça crée un passage pour les gardiens. Et deuxièmement, une fois qu'un gardien termine un mouvement sur un passage, ça nous permettra de récupérer des ressources. Donc là, présentement, si mon gardien tombait sur cette tuile-là et terminait son mouvement ici, eh bien, je récupérais une petite feuille. Aussi, ça va créer un chemin pour que les gardiens puissent aller sur un bonfire, un puits de feu qui sera allumé. Donc, je vous redonne l'exemple très simple. Si, admettons, mon puits de feu ici était allumé, eh bien, mon gardien pourrait se déplacer sur cet endroit-là en question. Par contre, il faudra avoir une petite tuile portail qui va être disponible avec une autre action. Mais grosso modo, ça va nous donner des points. Donc, lui, monsieur, il va pouvoir me faire des points s'il est ici. Par contre, s'il reste autour sur les passages, il ne me donnera pas de points en fin de partie. Parlant des gardiens, ben, pourquoi pas vous expliquer immédiatement les tuiles qui sont les tuiles grises. Alors, ces tuiles-là
nous permettront d'aller récolter un gardien si notre bateau est sur une des îles correspondantes. Donc, je pourrais prendre un gardien si mon bateau se retrouvait par exemple ici. Je paierais une tuile grise, je prendrais le petit gardien et je l'installerais en fait au début de mon passage. Je pourrais aussi décider de payer en fait 1 à 3 tuiles pour déplacer ces gardiens-là de 1, 2 ou 3 zones. Donc, si, admettons, là, on avait cet exemple-ci, si j'avais décidé de payer 2, tiens, je vais payer 2 tuiles grises pour être capable de déplacer mes gardiens, et bien là, ce qui se passerait, c'est que tous les gardiens vont avoir un déplacement de 2. Évidemment, je ne pourrais pas, par exemple, me déplacer plus loin que cela. Donc ici, mon gardien s'arrêterait là. Par contre, si j'avais une tuile portail, eh bien le deuxième mouvement pourrait être d'installer mon gardien à cet endroit en question et il pourrait faire des points potentiellement en fin de partie. Pour ce qui est de mon autre gardien qui est juste ici, eh bien, il se déplacerait de 2 espaces. Et si j'en avais un troisième, bien, lui aussi aurait un potentiel de déplacement de 2. Par contre, il ne peut y avoir qu'un seul gardien par tuile, ce qui fait en sorte que son mouvement s'arrêterait à la première tuile passage. Une fois que tous mes gardiens se sont déplacés, si ceux-ci se trouvent sur des tuiles passage, eh bien je récolterai les ressources indiquées sur chacun de ces passages. Donc, le gardien vert me donnerait un gingembre, j'appelle ça du gingembre, là, mais c'est un autre type de ressource, c'est pas très très grave. Ici, une bonne petite feuille, donc de la menthe pour bien sentir bon de la bouche. Et finalement, une pépite d'or. Donc, je prendrai ces ressources, je les mettrai dans ma réserve personnelle. Il n'y a pas de nombre restreint de tuiles que l'on peut de ressources que l'on peut avoir, autant pour les ressources qu'autant pour les tuiles actions. Donc, il n'y a pas un nombre restreint. On peut en avoir autant que l'on veut pendant son tour. Je vous ai parlé d'un mouvement avec mon bateau. Eh bien, je vais juste simplement zoomer ici pour vous expliquer comment se déplacer avec son bateau. Alors, pour se déplacer avec son bateau, on aura besoin de tuiles bleues. Ben oui, hein, avec le bateau. Donc, le bateau pourra se déplacer de 1. Et ensuite de ça, je pourrais payer un nombre supplémentaire de tuiles bleues pour que mon bateau puisse se déplacer davantage. Donc, si je paye 2 tuiles, eh bien, mon bateau pourra se déplacer de 2 îles. Et si j'en paye 3, mon bateau peut se déplacer où il veut sur la zone de la mer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour déterminer ça? C'est simple, ça, mettons, je suis sur cette île-là en question. Eh bien, les zones adjacentes sont les zones qui sont reliées par ces petites zones-là. Là. Donc, par exemple, cette île-là, cette île-là, cette île-là sont à 1 distance. Donc, si je voulais me déplacer sur celle-ci, celle-ci ou celle-là, il faudrait que je paye une tuile bleue. Cette île-là, celle-là et celle-là sont aussi à 1 distance, donc j'en paierais qu'une seule. Si par contre je voulais me déplacer ailleurs, donc si je veux me déplacer ici, mais il faudrait que je fasse 1, 2, donc j'en paierais 2 tuiles bateau. Donc, c'est vraiment de suivre en fait les différentes lignes là, bleu clair. Et si j'en paye 3, ben, je pourrais me déplacer où je veux. Donc, je pourrais même aller aux extrémités en payant 3 tuiles bleues. Ce qui m'amène à vous expliquer quelque chose d'important par rapport au mouvement. Le mouvement, en fait, c'est une action, oui, mais cette action-là peut nous amener à aller récupérer un gardien, ou encore à aller récupérer une tuile objectif / puits de feu. Maintenant, le déplacement, contrairement aux autres actions, n'est pas une action finale. Donc, je peux quand même, une fois que j'ai déplacé mon bateau, effectuer l'action sur l'île où est-ce que je suis rendu. Donc, par exemple, si j'étais ici, j'aurais pu dépenser un petit jeton gris pour être capable d'aller récolter un petit gardien que je placerai ensuite de ça sur mon plateau personnel. Si par contre je veux me déplacer sur une île juste ici, eh bien il va falloir que je paye des ressources rouges. Alors ces ressources rouges-là vont me permettre d'aller récupérer une tuile objectif / puits de feu.
Maintenant, il y a deux ressources à payer comme il est indiqué sur notre aide de jeu. La première ressource que l'on va payer est toujours marquée sur l'île directement. Donc ici, il faudrait que je paye une petite fleur. La deuxième ressource sera en fait sur notre aide de jeu directement. Donc c'est la raison pour laquelle on a en fait installé ces deux petites piles-là. Donc je devrais combiner en fait la fleur bleue ainsi qu'un coquillage ou encore une autre fleur bleue. Ce sera donc le coût pour aller récupérer une tuile en question. Donc, j'aurai par exemple la fleur bleue à payer et ensuite ça, ben, pourquoi pas, je prendrai le coquillage, je me débarrasse de ces deux ressources-là, je prendrai le coquillage, je vais tourner la prochaine tuile comme ceci et par la suite, ben, je vais me rediriger vers cette île-là en question. Je récolterai la tuile de mon choix. Donc, je pourrais prendre celle-ci qui me demande d'avoir, par exemple, quatre pépites d'or en ma possession. Je prendrai le jeton que je viens juste d'utiliser et je la poserai sur cette île-là. Et c'est important de faire ceci, étant donné que ça va déterminer aussi le nombre de ressources rouges que je devrais payer si je veux aller récupérer une nouvelle tuile sur cette île-là. Donc, comme il est indiqué sur notre aide de jeu, donc la première, si c'est le premier saut que l'on appose sur l'île, eh bien, ça nous coûte juste une tuile rouge. Si c'était le deuxième saut que l'on veut déposer sur l'île, eh bien, ça nous coûterait 2 tuiles rouges, tout en payant évidemment les 2 ressources pour récupérer la tuile objectif. Et finalement, si c'était le troisième saut que l'on veut installer sur l'île, eh bien, il faudrait payer 3 ressources rouges plus les 2 ressources, c'est-à-dire celle de l'île ainsi qu'une des 2 qui est d'indiquer sur notre aide de jeu, soit en haut ou soit en bas avec les 2 différentes piles que l'on a faites auparavant. Maintenant que j'ai récupéré ça, que j'ai payé pour mes ressources, eh bien, il va falloir que je la dépose à un endroit spécifique. Maintenant, l'endroit où est-ce que je la dépose n'a pas d'importance ou d'incidence. Donc, je peux la déposer sur un des 7 différents, des différents puits de feu de mon choix. Par contre, idéalement, je veux faire agencer la couleur. Donc, ici, on le sait que c'est rose. Je veux faire agencer la couleur de mon puits de feu avec un endroit potentiel où est-ce qu'il va y avoir un passage de la même couleur. Donc, si je le plaçais ici, ce ne serait pas super pertinent parce que je le sais que mon puits de feu est bleu, donc je devrais peut-être l'installer ailleurs sur mon plateau de jeu de cette manière-là. C'est ce qui conclut donc l'action d'aller récupérer des tuiles objectifs / puits de feu. Maintenant, on passerait à la prochaine étape, c'est-à-dire la tuile de puits de feu du milieu du plateau. Donc, si, admettons, j'approche ici, je zoome, voilà. Ce qui va se passer, en fait, c'est que, étant donné que la première fois dans la partie, il n'y a personne qui a touché encore au puits de feu, eh bien, je vais payer une ressource mauve et je vais pouvoir le déplacer dans le carcan, l'espèce de section de mon choix. Donc, par exemple, je pourrais l'installer ici. Maintenant, si je décide une zone, eh bien, je vais pouvoir récupérer 2 des 3 différents bonus de cette zone-là. Donc, par exemple, les 2 premiers bonus que je pourrais récupérer, ce serait la ressource correspondante, donc ici, une fleur bleue, ou encore la tuile correspondante action, donc ici, ce serait une tuile grise, une tuile de gardien. Et le 3e bonus que je pourrais récupérer, ce serait en fait une de ces tuiles portail-là. Ce qui m'amène à vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne, ces tuiles portail-là. Alors là, présentement, je vais, par exemple, le placer ici. Je pourrais décider de récolter une tuile portail, donc je prendrais cette tuile-là, ainsi que, par exemple, un jeton jaune comme ceci. Et je vais aller les déposer sur mon plateau. Donc là, je vais vous donner un exemple très concret et c'est très important de suivre cet exemple. La tuile portail peut être disponible seulement et si seulement cette tuile concorde avec la prochaine espace disponible dans le sens anti-horaire. Donc on commence à droite de notre plateau. Dans ce cas-ci, c'était disponible. Cette ressource-là, évidemment, je la place ici.
Par contre, si, admettons, j'avais récolté, si j'allais chercher une autre tuile, là, par exemple celle-ci, ben, malheureusement, elle ne concorde pas avec le symbole qui est juste en dessous complètement. Là. Donc, si je zoome, il me faudrait en fait une tuile avec 2 demi-cercles. Et cette tuile-là ne correspond pas avec ce que j'ai besoin. Donc, je ne pourrais pas aller récupérer la tuile portail. Il faudrait donc que j'aille chercher les 2 autres bonus sur l'espace du puits de feu. Là. Donc, voilà. Une fois que le puits de feu a été placé dans un cadran lors de la première fois que l'on active le puits de feu, eh bien, on va devoir toujours le tourner dans le sens horaire des aiguilles d'une montre et le nombre de cadrans que l'on pourra le tourner sera correspondant au nombre de tuiles roses que l'on est prêt à payer. Donc, par exemple, ici, ça m'indique que je vais pouvoir, avec une tuile mauve, le déplacer de un cadran. Donc, ici, il se tournerait comme ceci, voilà. Par contre, je pourrais payer 2 tuiles pour le déplacer de 2. Donc, 1, 2. Et sinon, je pourrais aussi tout simplement payer 3 tuiles, 3 tuiles mauves, pardon, pour le déplacer dans le cadran de mon choix. Donc là, j'aurais amplement le choix de pouvoir même le replacer au cadran correspondant, ou même le placer ici, et prendre évidemment en tout temps, comme il est indiqué ici, les 2 prix de mon choix, c'est-à-dire soit une ressource, soit une tuile action ou une tuile portail, dépendamment de si cette tuile-là correspond au prochain portail que j'ai sur mon plateau, en commençant par la droite. Et finalement, il me reste une dernière action avec les tuiles, c'est-à-dire les tuiles brunes. Ben, les tuiles brunes, c'est simple, c'est la dernière chose que l'on n'a pas encore parlé, c'est-à-dire les gnomes. Alors, on a 2 types de gnomes. On a les gnomes qui se retrouvent en haut du plateau. Ces gnomes-là, en fait, vont simplement nous donner des bonus de points, dépendamment de quand on les prend. Et chacun de ces bonus-là va être correspondant à ce qu'on a immédiatement sur notre plateau. Donc, ce n'est pas des choses en fin de partie, c'est vraiment au moment que j'achète la carte, je fais le nombre de points dépendamment de la ressource ou du type de choses que j'ai. Donc, par exemple, si c'est 1 point pour chaque gardien que j'ai, donc jusqu'à un maximum de 5 points, considérant qu'il y a 4 gardiens de différentes couleurs, plus notre gardien de départ. Ici, ce sera seul 1 point pour toutes les différentes tuiles passages. Donc, on a 6 passages qui sont disponibles. Donc, une fois qu'on a ces 6 passages-là, on pourra faire un maximum de 6 points. 7 points en considérant la tuile de départ que l'on reçoit. 1 point pour chaque tuile destin que l'on aura installé sur notre plateau personnel, 1 point par carte que l'on aura acheté, 1 point par portail et finalement 1 point par différents puits de feu, différents objectifs que l'on aura accomplis. Autrement, on pourrait décider aussi d'aller acheter des cartes en bas qui sont des spécialistes qui nous permettent d'avoir des pouvoirs spéciaux jusqu'à la fin de la partie. Donc, ces pouvoirs-là, c'est vraiment des pouvoirs très, très forts. Donc, par exemple, ce sont des tuiles qui nous permettraient d'aller récolter plus de ressources avec un certain gardien d'une couleur X. On en a là vraiment, on a 25 différentes cartes. Là, donc, l'appendice, le glossaire, dans les règles, nous permet de savoir les spécificités de chaque gnome spécialiste. Donc, je peux vous les montrer là, immédiatement. Là. Donc, on a vraiment toutes les descriptions là, assez exhaustives de chaque différent gnome qui est disponible. Et on a en fait un numéro de référence, là, ce qui est vraiment plus rapide. Ce qui est plus rapide, en fait, donc là, ce gnome-là, c'est le numéro 14. Donc, je me réfère au numéro 14 dans le livre des règles. Donc, ça va vraiment plus rapidement quand on veut savoir et qu'on comprend plus ou moins bien l'iconographie qui est indiquée sur la carte. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour payer pour un gnome? Bon, il y a 2 manières de le faire. La première manière, en fait, ce serait de payer une tuile brune et payer 2 ressources correspondant à la ressource indiquée sur le gnome. Donc, si je payais juste une tuile brune, ben, il faudrait que je paye 2 feuilles de menthe, je vais les appeler comme ça, donc 2 feuilles de menthe, ou une feuille de menthe, une pépite d'or, ou 2 pépites d'or, étant donné que la pépite d'or peut être considérée comme n'importe quelle autre ressource. Ou tout simplement, je pourrais décider de payer 2 tuiles brunes
et une ressource qui est indiquée sur la carte. Donc, plutôt que de payer 2 feuilles de menthe, ben, je paierais 2 tuiles brunes et une feuille de menthe pour récupérer cette carte-là et je l'installerai sur mon plateau. Maintenant, c'est important de savoir que sur son plateau personnel, nous avons l'espace ici pour un maximum de 6 différentes cartes. Donc, je vais l'installer, par exemple, ici au départ. Et par la suite, bon, je les appose une à la suite de l'autre, comme ceci. Et j'ai un maximum de 6 cartes que je peux avoir, ce qui est quand même énorme, là, considérant qu'on ne va pas nécessairement aller récupérer 6 cartes là, très facilement pendant la partie. Je vous ai expliqué en fait qu'est-ce que les différentes tuiles font, mais à un moment donné, on n'en aura plus là, de tuiles ici. Alors comment est-ce qu'on fait pour en récupérer? Bien, ce sera grâce à nos tuiles destin. Alors, plutôt que de faire une ou plusieurs actions ici, ou encore même de faire l'action de déposer un disciple au milieu ici du puits de feu principal, eh bien, on pourrait décider de placer une tuile destin sur notre plateau personnel. Maintenant, c'est très simple là, de la manière que ça fonctionne. Là. Donc, si je zoome ici comme ça, vous aurez en fait, wow, un beau petit plateau où est-ce que vous pourrez placer en fait une tuile. Maintenant, les tuiles en fait que l'on aura droit, ce seront les tuiles soit du haut ou du bas de l'aide de jeu. Donc, les 2 tuiles que j'aurai accès, ce serait soit celle-ci ou celle-là. Maintenant, mon but, c'est de les agencer avec des symboles similaires. Mais avant de faire ça, si je décide de placer une tuile sur mon plateau, eh bien, il va falloir que je me débarrasse de toutes mes tuiles actions, sauf de une seule, ce qui fait en sorte que là, présentement, je devrais jeter toutes ces tuiles-là aux poubelles. Et là, par la suite, ben, je pourrais en fait installer cette tuile-là destin où je veux sur mon plateau, considérant ces différentes règles de base. La première, c'est qu'elle doit toujours toucher de façon orthogonale, c'est-à-dire soit au-dessus, sur les côtés, en dessous ou de l'autre côté. Une tuile qui est déjà installée sur mon plateau, donc ce ne serait pas par les coins, mais vraiment par les côtés. La deuxième chose, elle ne peut jamais dépasser mon plateau. Et la troisième, je ne peux pas la placer par-dessus une tuile déjà installée. Comme j'ai expliqué, je veux en fait agencer des tuiles avec le plus de couleurs possible pour que je puisse récupérer un maximum de tuiles action. Donc si je faisais ceci, je viens de placer celle du dessus, donc je récupérerais en fait les trois types de tuiles en un exemplaire. Donc je prendrais une tuile grise, une tuile verte et une tuile brune. Et par la suite, s'il y a des symboles qui touchent à une autre zone de symboles similaires, ben, je récupère ce nombre de tuiles-là en extra. Donc présentement, ici, je récupérais une deuxième tuile brune, comme ceci, voilà. Donc, je les placerai du côté ici, comme ceci. Maintenant, si on avait par la suite, je ne sais pas moi, une troisième fois, bien ici, ça me permettrait de récupérer une tuile rouge, une tuile bleue et finalement 3 tuiles brunes. Donc, on veut en fait essayer d'agencer le plus possible de tuiles ensemble pour récupérer un maximum de ressources, ce qui va aussi nous permettre d'aller se spécifier dans une des différentes actions et de maximiser notre potentiel de points avec celle-ci. Je veux expliquer quelque chose avant de parler de la fin de partie. Alors, tout d'abord, c'est important de savoir que ici, dans nos ressources, on peut toujours échanger 2 ressources de n'importe quel type pour une autre d'un type différent. Et c'est la même chose pour les tuiles. Donc, si, admettons, je ne sais pas moi, je ne veux pas avoir ces 2 tuiles-là, elles ne me servent à rien du tout, mais je pourrais décider de jeter ces 2 tuiles-là pour aller en prendre une de mon choix. Il me reste une seule et unique action à vous parler, c'est-à-dire que c'est une action qui est une action bonus, qui est reliée avec les disciples beige incolores qui sont juste ici. C'est-à-dire qu'à la fin de mon tour, si je réponds aux critères d'un des 5 différents objectifs qui est ici, eh bien, je pourrais en fait aller récupérer le disciple correspondant, le placer autour du puits de feu,
où est-ce que je veux. Donc, par exemple, je pourrais le placer ici, avoir le bonus correspondant et faire le nombre de points qui est indiqué juste en dessous, c'est-à-dire 4 points. Donc, je pourrais marquer mes 4 points sur la piste de score. Mais, encore une fois, on répète la même règle qu'il ne peut y avoir qu'un seul et unique disciple d'une même couleur aux différents sièges autour du Encore une fois, je réitère qu'il ne peut y avoir qu'un seul disciple d'une couleur sur un siège autour du puits de feu. Donc, si un autre joueur voulait placer ce disciple-là, cet espace-là ne serait pas disponible étant donné qu'il y a déjà un disciple de cette couleur-là. C'est donc ce qui fait le tour des règles. Donc, je n'irai pas dans les spécificités concernant les différents objectifs communs, ni les objectifs, en fait, des différentes tuiles, puisqu'il y en a énormément. Et donc, je ne pourrais pas couvrir tout ça, là, ça ne servirait pas à grand-chose. Vous les avez toutes et toutes disponibles dans les appendices, autant pour les objectifs communs que pour les puits de feu disponibles sur les îles, autant que pour les bonus sur les sièges autour du puits de feu. La seule chose qui me reste à vous expliquer, c'est la fin de partie. Comme j'ai mentionné, la fin de partie est déclenchée lorsqu'il y a 7 disciples à 1 ou 2 joueurs, 10 disciples à 3 joueurs ou 13 disciples qui ont un siège autour du puits de feu. À ce moment-là, on déclenche la fin de partie. Le premier joueur récupérera les 5 tuiles qui sont ici et ça sera une espèce de countdown, donc un décompte pour la fin de partie. Donc le premier joueur va prendre la tuile 5, tout le monde va faire un tour de table. Une fois que tout le monde a fait un tour de table, on va placer la 4e, on va jeter la 5e dans la boîte, on va avoir accès à numéro 4, numéro 3, numéro 2, numéro 1 et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on n'ait plus aucun tour et un joueur peut toujours décider de passer à n'importe quel moment et récupérer un nombre de points équivalent au nombre de tours restants. Et une fois qu'on a terminé ce nombre de tours-là, on va faire des points. Et bien, je vais vous référer à cette belle petite tête de jeu-là qui est super bien faite. La première chose, c'est que chaque tuile puits de feu va avoir un certain nombre de points indiqués sur le dessus, mais aussi à l'arrière. Donc, si une tuile puits de feu est retournée, eh bien, on va faire un nombre de points équivalent à ce qui est écrit dessus, donc 2, 5 ou encore 6. Ensuite de ça, on va faire des points aussi pour chacun de nos gardiens qui viennent d'entrer en fait dans un espace juste ici. Là. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Si, admettons, on avait un de nos disciples qui avait été déplacé ici comme ça et que ce gardien-là avait l'opportunité de pouvoir s'installer ici, comme ceci, eh bien, là, en fait, si vous marquez juste où est-ce qu'il est indiqué le petit chiffre 3, eh bien, ça l'indiquerait le nombre de points que ce gardien-là ferait. Autrement, si un gardien n'est pas en face des puits de feu qui est couvert comme ça et qui est juste dans les différents passages, eh bien, ça ne fait pas de points. Mais sinon, on se fie à où est-ce qu'il est sur notre plateau personnel et au nombre de points indiqués qui étaient cachés par le disciple. Ensuite de ça, on va faire des points pour le nombre si un puits de feu est avec un portail et que le puits de feu a été accompli, eh bien, ça nous donne 2 points. Ce qui veut dire que si, admettons, j'ai des portails qui mènent vers des puits de feu qui ne sont pas accomplis, donc par exemple, si c'était comme ça, eh bien, mon portail me rapporterait 0 points, à moins que ceci soit tourné. Là, maintenant, on a 2 points. Hurrah! On continue avec la prochaine chose à compter, c'est-à-dire le nombre d'objectifs que l'on a accomplis au niveau des objectifs qui sont les objectifs communs, là, qui sont juste ici avec les différents personnages beige. Donc, si je complète un de ces objectifs-là en fin de partie, ben, je vais faire 4 ou 7 points pour celui-ci.
Vous irez voir les détails dans l'appendice par rapport à celui-ci. Ensuite de ça, le nombre de tuiles destin qui me reste va me valoir 3 points. Donc si, admettons, je terminais la partie comme ceci, il me reste présentement 5 tuiles destin, donc je ferai un total de 15 points. Et la dernière chose qui va me valoir des points, ce sont mes ressources restantes. Donc s'il me reste 2 ressources de n'importe quel type, que ce soit des ressources normales ou des tuiles actions, ben, une combinaison de 2 va me faire 1 point. Et donc, le joueur qui a le plus de points en fin de partie gagne. En cas d'égalité, le joueur ayant le plus de puits de feu sera celui qui brise l'égalité. Pour ceux et celles qui seraient intéressés à jouer dans un mode solitaire, eh bien, vous serez servi avec l'automa qui se nomme Tom. Donc, Tom aura différentes cartes, donc un petit deck de cartes qui va indiquer les actions que M. Tom entreprendra. Donc, je n'ai pas lu les règles, malheureusement, pour cet automa-là. Simplement vous indiquer qu'il y a, en fait, une version solitaire qui va prendre fin de la même manière qu'à 2 joueurs, c'est-à-dire lorsque le 7e novice, le 7e disciple sera assis au milieu du puits de feu. Et sinon, ben, c'est ça. Là, en gros, ça semble être très intéressant. Le paquet de cartes ici vous indique les cartes en solitaire. En ce qui a trait du matériel, ben, comme vous pouvez constater, contrairement à la plupart des jeux de Feld, ce n'est pas du tout beige, même qu'au contraire, je le trouve très joli et très attirant. Donc, on a vraiment, en fait, ici, vous avez différentes tuiles, là, mais comme vous pouvez voir, là, on en a tout plein là, des tuiles objectifs. On a vraiment un jeu qui est superbe au niveau des cartes, au niveau du matériel. Donc, les cartes sont un petit peu minces, là, mais tu sais, c'est pas dramatique, là. Le but, c'est vraiment tout simplement juste d'avoir ces belles petites cartes-là. Par contre, je suis un petit peu déçu au niveau de l'iconographie. Je vais en parler dans ma critique, mais je trouve que l'iconographie n'est pas nécessairement intuitive, contrairement à d'autres Feld que l'on a déjà vu auparavant. Sinon, dans ma copie, ben, je suis un peu déçu parce qu'ici, on a un disciple qui manque un petit bout de tête, mais bon, ça, ce n'est qu'un défaut de fabrication. Puis au final, ben écoute, mon petit ami Roger ici, il est bien, bien sympathique, là. C'est pas parce qu'il manque un bout de tête qu'il est pas fin. D'entrée de jeu, j'aimerais mentionner que je n'ai fait que des parties à 2 joueurs avec ma douce moitié Nancy. Donc, je n'ai pas nécessairement le sentiment de pouvoir savoir qu'est-ce que c'est de jouer à 3 ou 4 joueurs. Ceci étant dit, je suis quand même assez très à l'aise de pouvoir indiquer que l'interaction principale qu'il y a dans le jeu, c'est vraiment une espèce de sentiment de course où est-ce que les joueurs vont plutôt s'enlever des espèces de tuiles, les tuiles en fait que l'on trouve sur les îles. Donc c'est vraiment juste ça, grosso modo, qui va peut-être causer de l'interaction à plusieurs joueurs parce que le 3/4 des actions qui sont faites autour de la table, ben elles n'ont pas d'incidence directe sur les adversaires, mis à part bon pour aller chercher des tuiles passage ou encore aller chercher des puits de feu qui sont communs, donc aller remplir des tâches qui sont communes aux autres joueurs avec les pions beige. Donc c'est vraiment ça, grosso modo, je crois qu'il va vraiment changer à 3 ou 4 joueurs, donc il va vraiment falloir se centrer sur quelque chose et prioriser nos actions pour aller récupérer qu'est-ce qui est important à les récupérer le plus vite possible avant que les autres le fassent avant nous. J'aimerais continuer en fait avec tout d'abord les points négatifs. Je pense que Bonfire, c'est un jeu qui est difficile d'approche. On va se le dire, le thème et les mécaniques ne font pas... c'est pas fait pour qu'on puisse bien comprendre. Donc le thème a vraiment été créé à partir des mécaniques ou les mécaniques à partir du thème. Enfin bref, il faut comprendre très très bien le thème pour être capable de bien saisir les mécaniques. C'est pas, admettons, un jeu d'échange de ressources pour construire des tuiles, comme mettons Château de Bourgogne, où est-ce que tu fais comme, ben c'est juste logique que je vais aller chercher des tuiles, puis ensuite de ça, je vais les mettre sur mon plateau pour représenter une espèce de cours personnel, de cours du roi, ou encore, une espèce de jeu un peu échange autour de la mer Méditerranée avec Concordia,
par exemple, qui va nous demander d'aller récupérer des ressources pour pouvoir construire des bâtiments, puis faire de l'échange aussi de différentes ressources. Donc, on va se le dire, c'est difficile d'approche. Et surtout, les premiers tours, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Surtout, mettons, les premières parties, là, on va avoir du mal à saisir vraiment, à obtenir une direction précise et faire comme, oui, ok, je m'en vais par là. Puis c'est vers ça que ma partie va s'en aller parce qu'il y a beaucoup de choses à considérer et surtout, ben, il n'y a pas nécessairement de bon premier tour. Donc ça, c'est peut-être pas nécessairement un point négatif. Mais l'aspect vraiment de pas savoir où s'en aller, puis c'est comme, ok, il y a beaucoup d'options. Puis qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux faire et surtout quelle option qui est la plus optimale, c'est peut-être difficile à savoir au départ. Surtout quand on s'entend que c'est un jeu d'optimisation puis qu'on veut performer le plus possible et faire le plus de points. Donc, c'est peut-être un petit côté qui va refroidir certaines personnes. L'autre chose aussi, c'est que le thème, il est difficile d'approche. Donc, ça fait en sorte que le jeu s'explique plutôt mal. Le thème, on a de la misère à le saisir vraiment avec les mécaniques parce que c'est tellement pointu puis c'est tellement précis. Puis ça fait pas appel à un univers que l'on connaît ou qu'on est habitué de voir. Non, c'est vraiment un univers à part, une histoire qui a été créée autour du jeu. Donc, vraiment de bien saisir cette espèce de légende, de conte-là, c'est quelque chose qui est nécessaire pour bien saisir le jeu. Mais encore là, si tu ne saisis pas le thème, ben, tu vas pouvoir quand même jouer au jeu quand tu vas avoir compris les différents icônes. Je dirais aussi par rapport aux icônes, c'est peut-être un petit point ambigu où est-ce que les icônes ne sont pas du tout intuitifs. Au départ, là, on s'assit devant le jeu et on se dit « Oh boy, ok, une chance qu'il a mis un appendice un glossaire des différentes cartes avec les différents icônes parce que sinon, on serait vraiment perdu. » Donc, au départ, à un moment donné, après les parties, bon, tu commences à saisir, tu commences à avoir les mêmes icônes, tu commences à avoir les mêmes cartes, ce qui veut dire que tu commences à bien t'y repérer. Donc, ça, c'est peut-être un petit point négatif. Sinon, le jeu dicte énormément ta stratégie. Dans un jeu 2 euros habituellement, où est-ce que, bon, on peut s'en aller vers une certaine direction, puis qu'on a une certaine liberté. Mais là, présentement, dans ce jeu-là, on a un peu... oui, on peut s'en aller dans différentes directions au départ, et c'est peut-être très difficile de s'y retrouver, mais à un moment donné, pendant ta partie, tu commences à réaliser que le jeu te dit, ben, faut que tu t'en ailles par là. Et ben, si tu t'en vas pas par là nécessairement, ça se peut que tu aies de la difficulté à arriver aux fins auxquelles que l'on veut arriver. Donc, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être perçu comme négatif, que ce soit vraiment le jeu qui te dicte une stratégie au départ, puis que bon, si tu veux être optimal et si tu veux bien performer, ben, c'est vers ça qu'il faut que tu t'en ailles. Et sinon, c'est quand même assez contraignant. Je vais le dire comme ça, là. Donc, on a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'étapes. C'est-à-dire que je veux faire telle chose, mais pour arriver à tel endroit, à tel moment dans la partie, puis que ce soit comme optimal à ce moment-là, ben, il faut que je passe du point A au point B au point C. C'est pas nécessairement comme un Lacerda, admettons, où est-ce que vraiment on a comme une espèce de layer, hein, donc différentes 5 étapes avant d'arriver à faire des points, mais quand même, on est contraint. Il faut vraiment être capable de bien saisir les opportunités, bien les voir et de programmer et de planifier à l'avance qu'est-ce que l'on veut faire avec nos ressources. Maintenant, pour ce qui est des points positifs, je pense d'abord qu'il y a une excellente rejouabilité parce que justement, étant donné que le jeu possède différentes stratégies et que c'est difficile d'y naviguer nécessairement, ben ça va permettre aux joueurs d'aller dans une direction différente et de pouvoir à un moment donné voir le jeu sous différents aspects, de vraiment être capable de s'en aller à différentes directions. Donc on ne peut pas tout faire à sa première partie, ce qui fait en sorte que c'est positif à long terme parce qu'on va pouvoir faire différentes choses pendant la partie, puis ça va nous permettre de pouvoir voir le jeu sous différents angles plutôt que de toujours avoir le même casse-tête continuellement. L'aspect optimisation aussi, après quelques parties, devient super intéressant parce qu'on a vraiment, à un moment donné, ça commence à devenir clair. Qu'est-ce qu'on doit faire et comment le séquencer, si vous me permettez de dire ça comme ça. Ce qui va ça va vraiment nous donner cette espèce d'éventail-là de possibilités de faire comme, OK, je veux faire ça.
je veux, admettons, avoir plusieurs puits de feu, plusieurs bonfires. Je veux être capable d'avoir différents gardiens. Maintenant, voici comment est-ce que je dois me rendre à cela. Et là, je vais essayer d'optimiser le plus possible. Donc, tu as plusieurs petits éléments qu'il faut que tu prennes en considération. Il faut que tu fasses un petit peu de tout, mais à un moment donné, il faut vraiment qu'on se spécifie dans 2 ou 3 branches. Et c'est vraiment dans ces 2 ou 3 branches-là que l'on doit optimiser. Donc ça devient super intéressant parce qu'au fil des parties, on est capable d'optimiser davantage et d'avoir un sentiment de satisfaction plus grand, je pense, au courant des différentes parties. Et finalement, l'autre chose que je trouve très intéressante, et je pense que ça c'est le point fort du jeu, à mon avis, c'est l'aspect de course. Il y a un autre jeu qui s'appelle Oracle de Delphi, que c'était vraiment une espèce de course à relais entre les joueurs et qu'il fallait arriver à conclure les différents l'odyssée qui nous était présentée par le jeu avant les autres joueurs, alors que dans Bonfire, c'est pas du tout ça, c'est juste simplement que on va arriver à déclencher la fin de partie plus rapidement ou moins rapidement, dépendamment de l'optimisation des joueurs. Et je pense que ça, c'est quelque chose que moi, j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant, puisque l'optimisation fait en sorte qu'on veut accélérer le courant de la partie pour éviter aux joueurs, aux adversaires de tout faire ou d'être capable d'avoir l'opportunité de faire pleinement ce qu'ils veulent faire pour la partie. Donc, on est là, puis on veut se dépêcher à faire des petits objectifs qui vont nous permettre de pouvoir avoir avoir un score correct, ou on pourrait même décider que non, on va vraiment se concentrer sur des objectifs précis et maximiser tout ça pour être capable, après ça, de défoncer la baraque avec les points, avec le peu de choses que l'on a fait. Donc, je trouve que ça, cette espèce de dilemme-là entre est-ce que je fais plusieurs petites choses ou j'en fais quelques-unes très grosses qui vont me payer à la fin ou vraiment aller au milieu, puis d'être capable de saisir, de faire, OK, attends un petit peu, est-ce que je veux vraiment m'en aller dans plusieurs grosses choses puis de ne pas être capable de faire la moitié pour réaliser que certaines choses n'ont pas été optimisées nécessairement. Donc, moi, je trouve que ça, c'est très intéressant. Maintenant, qu'est-ce que je pense du jeu? Je pense que c'est un excellent jeu de Feld. C'est pas un de mes préférés. Ce n'est pas un des meilleurs de Feld, mais je pense que Feld a vraiment relevé le défi de pouvoir présenter un jeu qui sort énormément des sentiers battus. Malgré que c'est un jeu euro, malgré que c'est une salade de points, malgré que ce soit Feld et qu'on le connaît très bien pour des jeux d'optimisation avec l'iconographie, etc., je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'aspects qui sont très intéressants et qui vont faire aussi que les joueurs vont retrouver un plaisir. Je pense que c'est un jeu qui est super agréable à jouer, somme toute, mais il faut être prêt à faire face à une espèce de courbe d'apprentissage qui est quand même difficile à prime abord. Comme j'ai expliqué, principalement à cause du thème qui n'est pas super bien, qui est pas collé du tout. Il faut vraiment comprendre le thème pour voir, ah ok, voici pourquoi est-ce que je fais ça mécaniquement. Donc, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Je serais prêt à... Je veux y rejouer. Je veux encore saisir les différentes opportunités. Je ne sais pas jusqu'à quel point, par contre, je jouerais à ça autant que je joue, par exemple, à d'autres jeux d'optimisation. Donc, je doute que je serais capable de, mettons, faire 40, 50 parties de ce jeu-là. Je pense qu'à un moment donné, on va voir le bout là, des différentes opportunités. Puis, ben, à un moment donné, il va prendre une place dans une bibliothèque. Puis, à un moment donné, on va faire « Ah, ça me tente de jouer. » Mais il y a quand même sa saveur particulière. Ceux qui connaissent bien Feld, je le comparerais quand même à Luna. Luna, que je trouve qui est vraiment plus intéressant au niveau thématique puis au niveau des mécaniques. Mais je serais quand même porté à le comparer à Luna, étant donné que, premièrement, bon, le thème et les mécaniques collent super bien ensemble une fois qu'on comprend bien le thème. Mais sinon, autrement, les couleurs, le graphisme, puis aussi, surtout, les différentes mécaniques qui sont agencées ensemble, qui sont super intéressantes à différents niveaux. Le plateau personnel que l'on va mettre à jour à chaque partie, je trouve que tous ces éléments-là sont super intéressants. Et surtout, ben c'est ça. C'est pour ça que je le compare beaucoup avec Luna, principalement à cause du thème. Donc, somme toute, si vous aimez Feld et que vous êtes un méga gros fan de Feld, allez vous procurer. Je pense que c'est un incontournable de Feld. Si vous êtes correct avec Feld, que votre préféré c'est Château de Bourgogne,
essayez-le avant d'acheter. Vous allez voir si ce jeu-là est fait pour vous parce qu'on a quand même une optique différente, distincte du jeu habituel de Fed, là, surtout notamment au niveau de la course et au niveau de l'optimisation, puis au niveau aussi de la fluidité des mécaniques. Et si vous n'aimez pas vraiment les jeux euro, je vous recommanderais quand même de l'essayer parce que je pense qu'à cause du thème, puis à cause de l'effet de course, puis vraiment d'optimisation, ça peut quand même être intéressant de voir ce que ce jeu-là a à offrir. Donc, ça résume pas mal très très bien mon opinion sur Bonfire. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce vers le haut. Autrement, je vous encourage grandement à aller voir notre campagne Patreon. Donc, dans la description, vous y trouverez le lien. Sinon, likez notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne, suivez-nous sur Instagram. On vous promet plein de stocks là, vraiment intéressants, vraiment super diversifiés. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Et sur ce, je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.